Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Chaque lundi, nous parlons des États-Unis avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, que nous retrouvons à distance, en visio. Bonsoir et bienvenue, Pierre-Yves. Nous parlions d'IA avec mes invités dans la partie précédente de l'émission. Commençons justement avec le sujet de l'IA qui... alors, on verra, les effets macroéconomiques de l'IA pour les économistes sont encore à mesurer devant nous, mais pour les entreprises, il y a déjà une forme de réalité avec un besoin beaucoup moins important de ce qu'on appelle les juniors, voire les stagiaires, Pierre-Yves. Oui, c'est assez curieux dans cette économie américaine qui est encore en croissance, avec des indices boursiers, je ne vous fais pas un dessin, qui battent des records pratiquement tous les jours, de constater et une économie qui est tirée par l'intelligence artificielle, de constater que globalement, le marché du travail ne semble pas en souffrir. On voit l'économiste de Apollo Management nous dire qu'il n'y a aucune indication macroéconomique d'un effet négatif de l'intelligence artificielle sur la destruction ou la création d'emplois. Il tape d'ailleurs sur l'annonce vendredi de 95 000 créations d'aides de poste. Mais alors, il y a peut-être, et ça reste à vérifier, un secteur où on commence à voir ce qu'on appelle un entry level, le niveau des débutants, les jeunes diplômés, que les entreprises américaines sont beaucoup moins gourmandes en stagiaires. Dans cette économie américaine qui, semble-t-il, se porte pas trop mal, on voit que 60%, selon les sondages et les études récentes, 60% des entreprises ne vont pas en ce début juin recruter de stagiaires à un niveau supérieur à celui de l'an dernier, en tout cas lorsque l'on regarde les stagiaires qui disposent d'un master's ou plus. Et on a même carrément 20% des entreprises américaines qui vont recruter moins de stagiaires que l'année précédente, et elles se désintéressent de plus en plus des diplômés des belles universités américaines. La popularité et le prestige des diplômes d'université est au plus bas depuis 10 ans, et les entreprises qui continuent de recruter des stagiaires regardent de plus en plus des formations plus courtes et plus spécialisées. On peut attribuer cela à l'intelligence artificielle, tout ça dans un contexte trouble où on sait que bien d'autres incertitudes pèsent sur le recrutement par les entreprises, en particulier les droits de douane, les relations avec la Chine, pour ne citer que celles-là. Et tout ça, bien sûr, dans ce contexte de ces prédictions, celle du patron de Anthropic, qui nous dit d'ici 5 ans, dans le secteur des cols blancs, au niveau des emplois de débutants, on aura en gros la moitié des emplois qui seront remplacés par l'intelligence artificielle. Ça fait peur tout de même à beaucoup de ces jeunes diplômés qui ont payé très cher pour avoir un diplôme et qui se rendent compte qu'avant, parce qu'il faut rappeler la situation ex ante. Avant, quand on sortait d'une université américaine correcte, on n'avait que l'embarras du choix pour trouver des stages. Cette situation a changé aujourd'hui, et c'est peut-être pour cela aussi qu'il y a ce traumatisme que l'on attribue au moins en partie à l'intelligence artificielle, c'est que maintenant, si vous voulez trouver un stage, vous êtes en dernière année de cycle, il faut s'y prendre au mois de septembre pour décrocher un stage au mois de juin. Et à quoi doit-on faire appel? Avant, on envoyait une quinzaine de lettres de motivation et de curriculum vitae. Maintenant, il faut en envoyer 70. Et quand on envoie 70 lettres, évidemment, on fait appel à l'intelligence artificielle, on va chercher les mots-clés qui sont censés motiver les entreprises qui vont vous recruter. Seulement, voilà, de l'autre côté, les entreprises, elles aussi, font appel à l'intelligence artificielle pour sélectionner cette foison de demandes de jobs. Et ces agents, puisqu'on est maintenant dans l'ère de l'intelligence agentique, ces agents se rendent compte des outils qui ont été utilisés pour doper ces candidatures et les sélectionnent. Donc l'intelligence artificielle est à la fois une malédiction et une nécessité.
Bon, en tout cas, des difficultés et des barrières pour l'entrée sur le marché du travail pour les jeunes diplômés américains, et ça n'est pas anodin, effectivement. Parlons un peu de politique également, Pierre-Yves, avec des relations détériorées entre Donald Trump et le parti républicain dans son ensemble, bien sûr. Pierre-Yves, qu'est-ce que ça laisse présager de la fin de mandat de Donald Trump? Je parle des 2 prochaines années, en tout cas celles qui se dérouleront après les élections de mi-mandat. Est-ce qu'on va vers une fin de présidence un peu zombie, par exemple? Les choses se compliquent au Sénat, en tout cas. Ça, c'est clair et c'est immédiat. Grande satisfaction à la Maison-Blanche de la part du président Trump, qui voit que tous ses ennemis, tous ceux qu'il a mis dans le collimateur et qu'il a décidé de dézinguer, il n'y a pas d'autre mot au niveau des primaires, sont dézingués. Nous avons le sénateur sortant du Texas, John Cronin, qui s'est fait pulvériser dans les primaires par le candidat MAGA, qui a été soutenu par la Maison-Blanche, en dépit du fait que son opposant était quelqu'un de très senior au Sénat. Le Parti républicain est en train de s'entre-déchirer au niveau des primaires, et ce, délibérément de la part de la Maison-Blanche, qui veut régler des comptes. Il s'est passé la même chose en Louisiane, avec Bill Cassidy, dont Donald Trump avait décidé de se faire la peau. À la Chambre des représentants aussi, dans le Kentucky, un des ennemis les plus courageux, un des plus libéraux, des plus conservateurs du Kentucky, M. Massey, s'est fait pulvériser parce que Donald Trump a décidé de lui mettre dans les pattes, au moment des primaires, un candidat MAGA. 53 sénateurs républicains contre 47 démocrates. Si on commence à perdre 1, 2, 3, 4, 5 républicains parce qu'on les remplace par des MAGA, mais qu'attention, souvenez-vous du cycle américain, on perd les primaires aujourd'hui au mois de mai et juin, mais on reste sénateur jusqu'en janvier. Bien sûr. Les nouveaux sénateurs qui sortiront de l'élection de novembre ne vont prendre le pouvoir qu'en janvier. Donc on a déjà 2 sénateurs qui détestaient Donald Trump hier, qui le détestent encore plus aujourd'hui, sur lequel le président Trump n'a plus aucune prise, puisqu'ils ont déjà, ce sont des morts vivants, qui vont voter comme ils l'entendront, leur conscience, et peut-être même pour se ranger contre le président Trump. Et il y en avait d'autres avant qui étaient déjà de cet état d'esprit. Nous avons Susan Collins dans le Maine, Lisa Murkowski dans l'Alaska, Rand Paul dans le Kentucky, qui est un ultralibéral et qui a toujours voté sans prendre conscience des recommandations du caucus républicain. Ils sont contre les droits de douane à tout va, ils sont contre l'intervention militaire en Iran, ils sont contre la fraternisation avec la Russie. Voilà au moins 3 sujets sur lesquels Donald Trump va avoir des difficultés. Et que se passe-t-il en ce moment? C'est que ce nouveau groupe de républicains récalcitrants qui n'ont plus peur de la Maison-Blanche ont décidé de choisir un sujet qui est celui de la création extraordinaire de ce fonds qu'on pourrait appeler ce fonds destiné à c'est anti-weaponization. C'est un fonds créé par le département de la justice pour indemniser des Américains conservateurs et républicains qui, du point de vue de la Maison-Blanche, ont fait l'objet de persécutions politiques. Et dans ce lot, il y aura très vraisemblablement des gens qui ont été coupables de violence le 6 janvier 2021, lorsque Donald Trump, plus ou moins directement, les a incités à investir le Capitole. La création de ce fonds, qui est assez rocambolesque, ne plaît pas du tout aux démocrates, mais ne plaît pas du tout à beaucoup de républicains. Et ces républicains que je viens de citer vont faire partie de l'avant-garde de l'offensive pour bloquer l'existence de ce fonds qui, de leur point de vue, est non seulement grotesque et de mauvaise gouvernance, mais probablement contraire à la Constitution et en tout cas certainement impopulaire. Ce fonds, figurez-vous, d'1,8 milliard est en fait le résultat d'un compromis entre Donald Trump et Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump avait accusé le fisc américain, l'IRS, d'avoir été scandaleusement partisan et irresponsable
en laissant un de ses contractants publier au moment de la campagne toutes ses déclarations des 15 dernières années. Il a cessé, Donald Trump, de demander 10 milliards de dollars de dommages et intérêts, et en échange, il crée un fonds pour indemniser les, entre guillemets, victimes de la persécution sous Joe Biden. Tout cela est transparent, ne plaît pas aux républicains modérés, et dans la balance. Aujourd'hui, nous avons une urgence pour le président Trump, qui est le vote d'une loi pluriannuelle finançant les douanes et la police aux frontières, 70 milliards de dollars, un petit peu plus, que les républicains ont décidé de bloquer, parce qu'ils ne supportent plus ce qu'ils considèrent être comme un abus de pouvoir de la part de la Maison-Blanche. Bon, les affaires domestiques sont compliquées également pour Donald Trump. Il n'y a pas que l'Iran, il n'y a pas que la géopolitique et le terrain de jeu international. Ce qui se passe également aux États-Unis sur le plan politique est compliqué et complexe pour l'administration Trump aujourd'hui dans la perspective de ces élections de mi-mandat. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain avec nous chaque lundi dans Smart Bourse, bien sûr. Un quart d'heure américain que vous retrouvez comme nos autres émissions en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute préférées.